Bonjour et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Avant d'aborder comme promis la pensée de Karl Marx, il est nécessaire de faire un tour d'horizon de la pensée au niveau du 19e siècle, parce que le 19e siècle est réellement le siècle clé qui va nous permettre, qui nous permet de connaître le 20e siècle et notre siècle débutant. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir d'une part la différence qu'il y a entre le mode de production féodal et le mode de production capitaliste. Ensuite, je vous propose la fable des abeilles, qui est une toute petite histoire de Bernard de Mandeville, qui est vraiment fondatrice de tout le système capitaliste et libéral qui est basé surtout et avant tout sur l'enrichissement particulier. Ensuite, nous verrons quelques idées de façon succincte de Ricardo et les idées d'Adam Smith. En fin de vidéo, je vous proposerai quelques définitions sur les modes de production, qu'est-ce que c'est que la paupérisation, ainsi que qu'est-ce que c'est que la misère, etc. Vous pouvez sauter cette partie si vous le désirez. Quelle est la différence entre le mode de production féodal et celui qui va venir au 19e siècle, le mode de production capitaliste qui est détenu par la bourgeoisie? Le mode de production féodal est détenu par des aristocrates. Les aristocrates n'ont rien d'autre à faire que de naître au monde. Ils naissent aristocrates, ils naissent nobles et ils naissent avec des propriétés. Pas tous, il y a des aristocrates qui ne sont pas très riches et qui cultivent eux-mêmes leurs champs. Mais d'une façon générale, ils ont toutes les vertus, ils ont tout du fait tout simplement de leur naissance. Ces aristocrates possèdent de grandes propriétés terriennes où travaillent des serfs. Alors, c'est un ordre établi, c'était comme ça que fonctionnait la féodalité à cette époque. C'était des gens aristocrates et les gens tout naturellement travaillaient chez eux. Ce n'étaient pas des salariés au sens que nous allons le voir et le trouver dans le mode de production capitaliste. La principale caractéristique du mode de production féodal est qu'il est contre le changement. Les seigneurs ont tout intérêt à ce que tout reste tel qu'il est. Ils ne veulent pas du changement. Du reste, les seigneurs, s'ils aiment bien l'argent, s'ils veulent bien s'enrichir, ce n'est pas une frénésie vers la richesse et l'enrichissement. Les seigneurs avaient de grands principes moraux et les seigneurs obéissaient donc à certaines traditions. Donc la principale caractéristique du mode de production féodal est qu'il n'aime pas le changement. Cela va le différencier de façon magistrale du système capitaliste qui est basé avant tout sur une frénésie du changement, sur une quête frénétique de la richesse à tout prix, faisant fi de toute morale, faisant fi des souffrances des humains. Et c'est comme cela, je peux vous garantir que cela va se passer au 19e siècle. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que entre le système féodal et le système capitaliste, c'est le jour et la nuit. Nous n'assistons pas, pardon, là j'ai un peu la voix un peu enrouillée, nous n'assistons pas à une évolution. C'est une métamorphose, c'est une transformation majeure. Si par exemple en France, ce sont les mêmes Français,
c'est le même pays, la même nation, mais les gens sont différents dans leur mode de pensée et ça va être différent dans ce qu'on appelle l'économie et le système, le mode de production. Alors là, pour bien comprendre l'état général de ce monde capitaliste qui vient donc après ce très grand bouleversement qui vient donc après le système féodal, je vous propose de façon succincte la fable des abeilles de Bernard Mandeville, qui était quelqu'un, c'est un Hollandais qui va s'installer donc au XVIIIe, XIXe siècle en Angleterre. Il y a une chose quand même que je voudrais vous faire savoir, c'est que d'une façon générale, nous nous focalisons sur la pensée française et nous oublions qu'il y a une très grande pensée qui est la pensée allemande et la pensée anglo-saxonne. Si vous continuez à suivre cette chaîne vidéo, vous allez les connaître. Nous allons connaître Jérémy Bentham, nous allons de même connaître William Godwin, puis je vous exposerai les grandes idées de Emmanuel Kant. Alors, pour le moment, revenons donc à cette ruche, à ces abeilles, à cette fable des abeilles qu'on appelle également la ruche bienheureuse. Qu'en est-il que nous dit ce brave Mandeville? Il nous dit qu'il y a une ruche qui est prospère. Les gens sont heureux, il n'y a pas de pauvres, et tout est très bien dans le meilleur des ruches. Pourquoi cette ruche est prospère? Parce qu'il y a du vice, parce qu'il y a des gens qui trichent. Ainsi, nous dit Mandeville, un médecin, au lieu de traiter son patient rapidement, tout de suite, dès la première fois, il va le faire languir, il va le faire aller, revenir, il va faire traîner les choses, et à chaque fois, le patient paye des honoraires au médecin. Et il se passe la même chose avec des magistrats. Le magistrat, au lieu de régler les différends entre les gens, il faut traîner les choses. Il dit, vous savez, il me faut des preuves, il me faut ceci, il me faut cela. Et une affaire, par exemple, toute banale, qui doit être réglée en 15 jours, elle se verra traîner pour 6 mois. Et le magistrat va empocher à chaque fois de l'argent, et ainsi de suite, dans plusieurs métiers et plusieurs professions. Et Bernard Mandeville nous dit, voyez-vous, ces gens-là qui encaissent de l'argent de cette façon-là, qui est un peu vicieuse, ils vont malgré tout dépenser leur argent. Ainsi, le magistrat, puisqu'il a de l'argent, il faut bien qu'il assiste à des réunions, à des fêtes, à des dîners. Donc, lorsqu'on organise des dîners, on fait vivre des gens, des cuisiniers. Et puisqu'il a un rang à tenir, il faut qu'il s'habille parfaitement. Pour s'habiller parfaitement, il doit acheter des costumes, c'est le tailleur. Alors, au lieu d'acheter habituellement, comme font tous les gens, un costume, peut-être va-t-il acheter 4, 5, que sais-je moi, du costume. Et ainsi, le tailleur aura une entrée d'argent parce qu'il y a une entrée de commande et ainsi de suite. Parce que le tailleur, lui, qui reçoit de l'argent et ses commandes, il faut qu'il dépense bien évidemment son argent. C'est le boucher. Ben oui, il va dire, il faut qu'il devienne grand. Chez le boucher, chez le marchand de légumes, etc., etc., etc. Et Bernard de Mandeville de nous dire que, voyez-vous, les vices privés font le bonheur général. C'est le vice privé qui va générer la prospérité collective. Voilà donc cette ruche qui est bien heureuse, mais malheureusement arrive ce qui devait arriver, comme on dit dans les contes et dans les fables. Et voici qu'une abeille qui n'est pas heureuse, qui est peut-être jalouse, va se plaindre auprès de Zeus. Il va dire, Zeus mon pote, il y a des gens qui sont malhonnêtes dans cette ruche. Et Zeus entre en colère et décide que cette ruche va devenir vertueuse. Il n'y aura plus personne pour tricher. Tout le monde est vertueux, tout le monde possède une morale. Le médecin traite les gens du premier coup, dès la première consultation, le magistrat règle tous les problèmes, ainsi de suite. Il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de maladies, mais le médecin devient pauvre,
Et le magistrat, lui, devient pauvre, il ne peut pas commander de costume chez le tailleur qui à son tour devient misérable, et il ne peut pas commander de la viande, décidément. La viande, c'est le boucher, c'est ce brave boucher, donc, et il ne peut pas non plus commander le boucher ou ne peut pas acheter des légumes. Vous voyez donc, lorsque la ruche devient morale et vertueuse, elle va mourir, elle va dépérir, et comme je l'ai dit, ce sont les vices privés qui vont générer la prospérité, la vertu collective. Voyez-vous, dans ces fables, tout est dit. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette fable? Première chose, l'État ne doit pas casser les pieds aux gens qui investissent. Dieu ne doit pas se mêler des affaires des hommes concernant l'argent et la richesse. Deuxièmement, lorsque les gens s'enrichissent de quelque manière qu'ils veulent, ils finissent par créer automatiquement. J'ai bien dit automatiquement, gardez s'il vous plaît ce mot automatiquement en tête parce que c'est un élément majeur. Tout se passe comme si l'argent créait de petits. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire là parce qu'on aura l'occasion d'y revenir lorsque nous allons aborder Karl Marx lorsqu'il va nous dire l'argent et le fétichisme. Donc, lorsque les gens travaillent et s'enrichissent de quelque manière, même si c'est égoïste, il crée autour d'eux de la richesse. C'est ce que va dire finalement Ricardo. Et tout ça va suivre une régulation, de façon strictement invisible, comme s'il y avait une main invisible qui va gérer tout cela. Voyez-vous, j'ai déjà évoqué les grands principes, du libéralisme capitaliste, du libéralisme qui prône l'enrichissement et qui prône l'absence de surveillance de l'État, de régulation par l'État de tout cela. C'est ce que va du reste dire David Ricardo. Alors que dit David Ricardo? Il dit que il faut laisser les gens s'enrichir à leur façon. Il ne faut pas leur casser les pieds, il ne faut pas leur faire d'entrave et l'État doit se tenir à l'écart et laisser les gens s'enrichir de la manière qu'ils veulent. C'est comme cela, et même si c'est, comme je l'ai dit, égoïste, l'essentiel c'est que quand les gens vont s'enrichir, ils vont diffuser comme ça de façon automatique, vous voyez, la richesse. Ce thème sera repris par Adam Smith avec sa fameuse théorie de la main invisible qui dit qu'en ne cassant pas les pieds aux gens qui veulent s'enrichir, il y aura un flux d'argent qui va se propager comme ça, comme s'il est réglé par une main invisible et la richesse va s'éparpiller autour des gens. Là, je schématise, j'aurai l'occasion de revoir Adam Smith et Ricardo. Revenons à ce brave Ricardo. Ceci dit en passant, je crois qu'il est mort d'une otite, ce qui veut dire que peut-être qu'il a été mal soigné par justement un médecin de cette ruche qui l'a fait traîner. Là, j'ai fait de l'ironie, je suis peut-être un peu méchant, mais c'est pour mettre le doigt sur une faille de cette fameuse ruche des abeilles. Que dit donc ce brave Ricardo? Je prends un exemple, c'est pas Ricardo qui le donne, je prends un exemple pour simplifier les choses. Supposons que il y a un gentil capitaliste, un bourgeois qui est très riche et qui veut construire à partir du bois d'arbre, et qui veut construire des caisses toutes bêtes, toutes débiles, toutes crétines, vous savez, des caisses quoi. Donc ce type-là, il faut qu'il fasse du profit. Parce que le bois, au départ, c'est un arbre, il faut qu'il le fasse travailler par des ouvriers, pour avoir au final des caisses toutes bêtes et les vendre. Le bois, il l'achète, il ne le possède pas, parce qu'il s'il possédait également les forêts, nous retournons au système féodal, où le seigneur possède tout. Donc il achète le bois à un prix qui dépend de l'offre et de la demande.
et ils le vendent sous forme travaillée de caisse à un prix qui dépend de même de l'offre et la demande. Qu'est-ce qu'il a apporté, ce brave capitaliste? Il a apporté l'argent pour acheter le bois, il a apporté également les locaux et il a recruté des ouvriers. Les ouvriers, ce sont des salariés et ça, c'est la très grande différence entre le système féodal et le système capitaliste, que les gens deviennent des salariés, ils deviennent des objets. Alors, supposons que notre brave capitaliste qui vend des caisses apporte 1000 écus. Je dis 1000 écus pour ne pas utiliser une autre monnaie, c'est tout neutre et c'est une vieille monnaie. Il met au départ 1000 écus et quand il vend ses caisses, il a en poche 1200 écus. Il a fait, pour le moment j'utilise le mot plus-value, il a fait, disons, un bénéfice, c'est plus simple, un bénéfice de 200 écus. Comme il ne peut pas agir sur le prix du bois, qui dépend de l'offre et de la demande, ça ne dépend pas de lui. Comme il ne peut pas non plus agir sur le prix des caisses, ça dépend aussi de l'offre et la demande. La seule chose sur laquelle il peut agir, c'est l'ouvrier. L'ouvrier qui devient une valeur à travail. Ainsi, pour Ricardo, l'objet que vous allez acheter, la caisse ou tout autre objet, a une valeur travail qui est incorporée en lui. C'est une valeur qui est incrustée, qui fait partie de cet objet. Et comment faire alors? Pour cela, Ricardo dit qu'il faudrait payer un salaire juste, bien calculé. Comment le calculer alors ce salaire? Tout simplement en évaluant le coût de la vie. Le salarié a besoin de vivre. Pour cela, on va lui donner le minimum du salaire pour juste vivre. Il faut bien qu'il mange, parce que s'il ne mange pas, il ne sera pas fort, il ne pourra pas travailler. Et il faut qu'il se marie pour avoir des petits-enfants. Ce sont ces petits-enfants-là, sa progéniture, qui formera la prochaine génération d'ouvriers et de prolétaires qui vont travailler chez les capitalistes à un prix très bas. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant. Donc, voyez-vous, là, l'être humain, le prolétaire, est considéré comme un objet qu'on achète pour le faire travailler. Dans les manufactures, dans les usines. Ce n'est plus un être humain. Il y a quelque part une certaine débilisation de l'être humain dans ce qu'il est. Mais ce n'est pas tout. Pour qu'on puisse vraiment profiter pleinement de ces ouvriers, il faudrait les faire travailler dans des conditions dramatiques. Par exemple, sans protection des machines, par exemple d'ici, les amis de Ricardo ne vont pas mettre de précautions parce que ça coûte très cher et ça va influencer sur le prix de vente des caisses. Donc là, il y aura donc de la casse, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont être amputés, qui vont beaucoup souffrir. On va faire travailler les gens dans des conditions déplorables, c'est-à-dire dans des petites structures avec un plafond qui est trop bas pour, comment dirais-je, pour ne pas trop gaspiller l'énergie. Les gens, ils vont pas bien respirer et ainsi de suite. Ça va être des conditions désastreuse. Alors voyez-vous, quand Mondeville, Ricardo et tout le reste, tous ces gens-là nous disent que les richesses privées vont générer du bonheur, je ne sais pas quoi, ils se trompent profondément. Ces richesses-là, de cette façon-là, ne vont pas générer de la richesse, ils vont générer beaucoup de malheur. Et lorsque les gens travaillaient dans les mines, et lorsque ils mouraient, alors, il y avait surtout les heures de travail. Les gens travaillaient jusqu'à 12 heures par jour avec un tout petit moment de repos, ils dormaient très peu. Et les enfants travaillaient également, ils étaient mal payés. Les enfants mouraient à la tâche dans les manufactures en faisant travailler, en faisant marcher des machines. D'après un historien, sur
10 enfants. 8 mouraient. Et c'est ce qui a révolté, qui a indigné Victor Hugo, qui va dire ceci, il va s'adresser aux bourgeois, il veut leur dire, lorsque vers 16 heures, il ne dit pas comme ça, mais moi je vous transmets son idée générale, lorsque vous mangez vers 16 heures au goûter des petits fours, des petits gâteaux, ce ne sont pas des petits fours que vous mangez, c'est de la chair d'enfant, vous voyez-vous où vont les choses, l'indignation de Victor Hugo qui va traiter ces gens-là d'anthropophages. Donc là, je suis parti sur une tirade. Finalement, c'était les débuts du capitalisme. Alors on parle de capitalisme primitif, on parle du premier âge du capitalisme qui était réellement quelque chose de très dur pour les ouvriers. Heureusement, il y aura une contrepartie qui s'appelle le socialisme et le communisme et Karl Marx, qui va faire en quelque sorte que vers, disons, le 20e siècle, petit à petit, les ouvriers vont acquérir ce qu'on appelle des acquis sociaux, tels que le congé payé, tels que la réduction des heures de travail, tous ces privilèges, tous ces acquis sociaux que nous connaissons lors du capitalisme, du second âge du capitalisme. Malheureusement, il se dessine de nos jours en Occident un troisième âge du capitalisme qui a un peu tendance à être dur comme ses débuts. Voilà, mes chers amis, tout ce que j'avais à vous dire. Je vous propose quelques explications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mode de production? Un mode de production, c'est un système qui est bien particulier. Il est composé de deux choses. D'une part, les forces productives et d'autre part, les rapports de production. Qu'est-ce que c'est que les forces productives? Cela dépend, dans un pays donné, dans une nation donnée, des ressources naturelles. Est-ce que ce pays a du minerai? Est-ce qu'il a des fleuves? Est-ce qu'il a une mer, etc. Cela dépend des sciences et des techniques. Est-ce qu'il a des universités? Est-ce qu'il a des techniciens, des ingénieurs, etc. C'est assez facile à comprendre. Est-ce qu'il a des humains capables de travailler? C'est le facteur humain qui va nous intéresser avec Karl Marx. De l'autre côté, il y a les rapports de production, c'est-à-dire quels sont les rapports de ces moyens de production, c'est-à-dire qui détient les usines, qui détient la propriété privée et donc quel rapport de force. Si vous voulez, ce sont les patrons qui détiennent les usines, qui détiennent la propriété privée, les terres, etc. et le rapport de force qu'ils font avec ces propriétés, ces usines, cet argent, ce capital qu'ils détiennent. Maintenant, vous allez entendre beaucoup parler de la paupérisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, je vous donne une définition qui est la mienne. Ce sont les mécanismes qui vont faire que des personnes une société va passer vers la pauvreté. Je dis bien les mécanismes, pourquoi? Pour garder une dynamique, pour dire que la paupérisation n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui va être provoqué. Qu'est-ce que c'est que la misère? C'est quand les gens n'ont plus rien pour vivre. Il faut qu'ils mendient, etc. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? La pauvreté est en quelque sorte une situation, si vous voulez, dans laquelle les gens arrivent bien à vivre, mais de façon chichement, si vous voulez. Ils ont le minimum pour vivre. Mais il se dessine de nos jours, depuis quelques décennies, quelque chose d'autre qui est la gêne. La gêne, ce n'est pas la pauvreté. La personne qui est dans la gêne, et malheureusement commence à le voir de plus en plus, a du mal à finir ses fins de mois. Par exemple, quand c'est Noël, la personne a tout, cette personne a tout, Internet, le frigidaire, des trucs. Mais cette personne n'arrive pas à bien manger, si vous voulez, et surtout n'arrive pas à ces petites choses superflues, comme donner un gentil petit cadeau à ses enfants. Voilà donc ces quelques définitions que nous allons retenir parce qu'elles vont revenir au cours de notre exposé dans les vidéos
qui vont suivre. D'ici là, je vous souhaite de passer de bons moments. Excusez un peu ma fougue aujourd'hui, comme je me laisse emporter. À bientôt avec Karl Marx. Cette fois-ci, c'est promis, nous verrons dans un premier temps sa vie, parce que sa vie traverse le 19e siècle. D'ici là, portez-vous bien et continuez à être prudent, parce que je peux vous assurer que le Covid est encore là et il fait des ravages.